À vous sur LCI à l'heure du choix pour les Républicains dans moins de 3 heures. Ils auront enfin leur candidat. Le casting de la présidentielle sera pour ainsi dire complet. Et vous n'en ratez rien, c'est ma promesse. Allons-y. Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, à la fin il n'en restera qu'un. Le congrès LR s'écrit en direct, fin du vote à 14h, résultat à 14h30. Nos équipes, vous le voyez, sont prêtes, déjà en position. Les signatures politiques de LCI et TF1 vont se succéder sur ce plateau tout au long de la journée. Impossible n'est pas français. Éric Zemmour cherche à se faire entendre dans ce week-end ô combien politique et à la veille de son premier grand meeting. Il a dévoilé sa nouvelle affiche, son nouveau slogan aux accents qui se veulent napoléoniens. Pourra-t-on échapper à de nouvelles restrictions? Conseil de défense sanitaire lundi prochain, jauge, passe, vaccination et autres contraintes sur la table. Ce matin, le porte-parole du gouvernement est allé voir comment se passent les contrôles à Roissy. Il a été servi, vous allez le voir. Et puis la poignée de main qui scandalise les associations et une partie de l'opposition. Emmanuel Macron, reçu en ce moment même par Mohamed Ben Salman, le président français, premier responsable occidental de poids, a rencontré le Saoudien depuis l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Nous sommes le 4 décembre, il est midi et 1 minute et il y a ce petit parfum de soirée électorale en plein jour. Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, dans 2h30 maintenant, l'un ou l'autre sera couronné par le Congrès des Républicains. Installez-vous, vous êtes à la bonne place, croyez-moi, en direct sur LCI avec toutes nos équipes prêtes à vous faire vivre l'événement politique du jour, ultime ligne droite pour la droite. Allons au siège des Républicains pour commencer, où la pression doit monter, j'imagine, Noé Gandillot. Oui, Adrien, on sent vraiment qu'on s'approche du dénouement. Les votes sont clos pour le vote en ligne ici. En revanche, pour le vote en ligne, il reste encore 2 heures aux adhérents pour choisir entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse. Les deux finalistes qui seront présents ici au siège, ils arriveront ici autour de 14 heures. Ils seront chacun dans une pièce différente. Ils ne seront donc pas dans le bureau de Christian Jacob au moment où celui-ci prendra connaissance des résultats. Ce n'est qu'une fois le résultat révélé au patron du parti, sous contrôle d'huissier et en présence des représentants des candidats, que Valérie Pécresse et Éric Ciotti iront rejoindre Christian Jacob dans son bureau et prendront connaissance des résultats eux aussi. Ensuite, tous les trois, ensemble, ils se rendront en salle de presse pour la proclamation des résultats. Puis il y aura le discours du gagnant et dans la foulée, c'est très important, une photo de famille en présence de Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, les trois éliminés du premier tour. Un symbole d'unité, le symbole d'une campagne qui s'est bien déroulée de bout en bout. Les candidats auront tout fait pour afficher ce visage d'unité lors des débats, notamment pour une élection à droite. C'est assez rare pour être souligné. Autre motif de satisfaction pour le parti, la participation, elle était de 76,7% à 10 heures. C'est 3 points de plus que lors du premier tour à la même heure. Merci beaucoup Noé Gandillot, Anne Gatien. Voilà, la participation, c'est un élément important. La photo de famille, on a bien compris que c'était un élément important également pour les Républicains. En attendant, les deux finalistes font bande à part, chacun de leur côté. Allons voir un peu comment ça se passe du côté de Valérie Pécresse, Mathieu Desmoulins. En 2 mots, sereine, calme. Voilà comment son équipe décrit l'état de la candidate à un peu moins de 2h30 de l'annonce des résultats par Christian Jacob. Elle qui est pourtant a enchaîné les ralliements pendant cet entre-deux tours. Près de 170 parlementaires fait valoir son équipe, ainsi que les 3 perdants qui l'ont rejoint. Michel Barnier, Xavier Bertrand ainsi que Philippe Juvin. Pour autant, elle se refuse à tout triomphalisme. Le match n'est pas plié, nous disait-elle jeudi soir juste après sa qualification. Et c'est lié aux surprises, notamment un de ses soutiens confie. Elle ne s'attendait pas à affronter Éric Ciotti, elle s'attendait à affronter Xavier Bertrand. Et donc, il peut y avoir des surprises. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Programme léger, détente en famille ce matin pour Valérie Pécresse, qui ne devrait pas passer ici à son QG de campagne rue de Turin dans le 8e arrondissement avant les résultats. Elle devrait aller directement rue de Vaugirard au siège du parti Les Républicains, où elle prendra connaissance des résultats avec Christian Jacob et son adversaire Éric Ciotti. Mathieu Desmoulins, Jean-Marc Bellard, du côté de Valérie Pécresse. On dit de lui qu'il n'a rien à perdre, qu'au fond il a déjà marqué les esprits. Éric Ciotti peut-il rééditer sa performance, le casse du premier tour? Frédéric Delpech, vous êtes justement du côté du député des Alpes-Maritimes.
Oui, ici à l'Assemblée, puisque Éric Ciotti, questeur de l'Assemblée, est dans son bureau en ce moment avec une partie de son équipe de campagne, notamment sa directrice de campagne. Alors dans son entourage, eh bien, on affiche aussi une certaine sérénité. On espère bien sûr un bon score, le meilleur possible, peut-être même encore une nouvelle surprise pour ce deuxième tour. Mais en tout cas, il y aura un rassemblement à l'issue de cette compétition, nous dit-on. Éric Ciotti qui a déroulé sa journée assez normalement avec un petit déjeuner en famille et puis un footing sur les quais de la Seine. Il doit se rendre dans quelques minutes dans un restaurant ici près de l'Assemblée pour déjeuner toujours avec ses proches. Alors il a effectivement créé la surprise au premier tour et maintenant son message, il l'a adressé aux militants à l'entre-deux tours pour tenter de contourner ses ralliements à Valérie Pécresse. Eh bien lui s'est adressé directement aux militants pour leur dire plusieurs choses. D'abord qu'il ne fallait pas être trop centriste pour cette compétition présidentielle. Ça c'était pour se démarquer de Valérie Pécresse. Il a aussi expliqué qu'il continuerait à défendre cette ligne de politique de droite forte, sans tabou, avec des propositions choc sur l'immigration ou sur la sécurité. Et puis il a même annoncé qui pourrait être dans un éventuel gouvernement s'il gagnait la présidentielle. Alors il a cité Laurent Wauquiez, notamment pour être Premier ministre, ou Bruno Retailleau pour être ministre de l'Intérieur. Tout ça, bien sûr, ce sont des messages subliminaux adressés aux militants pour tenter de mobiliser pour ce deuxième tour. Merci Frédéric Delpech, avec toujours autant d'incertitudes et de suspense, parce que ce corps électoral, il est toujours très difficile à définir. William T, président du think tank Le Millénaire, spécialiste de la droite. Vous croyez encore à une surprise, Éric Ciotti? On peut dire que Valérie Pécresse est favorite de ce scrutin? 99% de chances de l'emporter. En fait, la seule incertitude, c'est à quel score en fait elle va l'emporter et est-ce qu'elle aura une dynamique. C'est différent pour elle si elle l'emporte à 65-66% ou si elle l'emporte à 52 ou 53%. Et pour ça, il y a différentes incertitudes. Les électeurs de Xavier Bertrand, vraisemblablement, vont voter pour elle parce qu'ils ont voté pour Xavier Bertrand en raison du fait qu'il était le candidat le mieux placé dans les sondages. Aujourd'hui, Valérie Pécresse est la mieux placée, donc ils voteront vraisemblablement pour elle. L'incertitude repose sur les électeurs de Michel Barnier pour plusieurs raisons. Le premier point, c'est qu'en fait, Michel Barnier avait le soutien de Laurent Wauquiez. Et Laurent Wauquiez, je pense, sur sa ligne politique, incline plus vers Éric Ciotti que vers Valérie Pécresse. La deuxième raison, qui était importante et qui expliquait la montée de Michel Barnier au point d'être présenté comme le favori il y a 2-3 semaines, c'était qu'il était fidèle au parti. Et donc, du coup, sur cette question-là, vraisemblablement, Éric Ciotti a plus d'affinité avec la question de la fidélité que Valérie Pécresse. Et Valérie Pécresse, sur cette question, en fait, à partir du moment où elle fera 66 ou 53%, elle n'aura plus du tout la même tactique. Si elle fait 53%, elle sera obligée à donner un poids très important aux électeurs d'Éric Ciotti, alors que si elle fait 66%, elle aura une dynamique, elle aura les mains libres à la fois pour composer son équipe et imposer ses thématiques de campagne. C'est pour ça que les résultats auront besoin d'être analysés. Et c'est pour ça qu'on est là aussi. Et que les signatures politiques de LCI et de TF1 vont se succéder sur ce plateau tout au long de l'après-midi, avec bien sûr l'annonce à 14h30 du résultat, édition spéciale dès 13h. Et nous, on va y revenir dans un instant avec la numéro 2 du Parti des Républicains qui va nous rejoindre. Du politique au sanitaire, il n'y a qu'un pas. Va-t-on tout droit vers de nouvelles restrictions lundi dans 2 jours, dans 48 heures, nouveau conseil de défense sanitaire pour réfléchir à la riposte au virus. Alors, illustration très concrète tout à l'heure à Roissy, alors que 12 cas du variant Omicron ont été identifiés en France. Gabriel Attal est allé en personne observer les contrôles pour les voyageurs venus d'Afrique du Sud. Il n'a pas été déçu, Florent Ferraud. Le porte-parole du gouvernement particulièrement chahuté, hué ce matin par de très nombreux passagers qui attendaient depuis de longues heures dans les files d'attente pour les pays classés rouge écarlate. Ils vont devoir se soumettre à des tests, mais certains ne l'ont pas été. Gabriel Attal qui a même été interpellé par une passagère qui se plaint justement de ne pas avoir été testée. Je vous propose de l'écouter au micro de Guillaume Vicente. Personne n'a été testé, on a réclamé un test. 70 personnes d'Afrique du Sud. De Nairobi. De Kenya. 70 personnes d'Afrique du Sud, personne n'a été testé, tout le monde est au bagage. Parce qu'on a demandé un test. C'est pour ça qu'on renforce aujourd'hui. Personne n'a été testé, c'est moi qui ai réclamé la sécurité civile. Pour les personnes qui reviennent de pays classés rouge écarlate, il faudra se soumettre à un test à l'aéroport. S'il est négatif, 7 jours d'isolement seront observés à domicile si la personne le souhaite. En revanche, si le test est positif, il faudra être placé à l'isolement pendant 10 jours dans un lieu déterminé par le préfet ici à l'aéroport. Florent Ferraud du côté de Roissy. Bonjour Isabelle Florennes, vous êtes députée MoDem, porte-parole du groupe MoDem à l'Assemblée nationale. On a du mal à comprendre comment tout ne peut pas être déjà prêt et surtout effectif en termes de contrôle pour ces pays où, on le sait, le variant Omicron est bien là.
Moi, je suis heureuse que Gabriel Attal ait pu s'en rendre compte ce matin et justement se déplacer. Il était accompagné du préfet qui est en charge des contrôles aux aéroports et justement du renforcement de ces contrôles. Donc c'est bien que les politiques et que les membres du gouvernement aillent sur place pour mobiliser les équipes et justement voir les endroits où il peut y avoir des dysfonctionnements. Visiblement ce matin, il y avait, comme le dit cette dame, il faudrait vérifier quand même la véracité aussi du contrôle et de ce qui s'est passé. Moi, je suis les images. Mais en tout cas, c'est l'objectif du gouvernement, c'est l'objectif et c'est le travail des préfets de renforcer aussi bien dans les aéroports qu'ensuite sur le terrain l'ensemble des contrôles dans les jours qui viennent. Et il ne faut pas de trou dans la raquette. Vraisemblablement, là, la visite, elle est importante. Elle montre qu'il y a eu sûrement une faille. Mais Gabriel Attal était présent. Et je crois que c'est aux ministres et aux politiques aussi de montrer et de bousculer aussi les forces de l'ordre. En tout cas, de faire en sorte que l'application des mesures que nous avons votées soit effective sur le terrain. C'est important en ce moment. On peut pas annoncer des choses et ne pas les faire. Et vous avez raison, l'effectivité, elle doit être immédiate. Oui, et sans tarder, parce qu'on a bien conscience que c'est une course contre la montre à chaque fois que la lutte contre ce virus et les variants en général. Alors je parlais de nouvelles restrictions possibles. Évidemment, il y a beaucoup de choses sur la table en discussion. Par exemple, les jauges, de nouveau peut-être en discussion. On pense aux salles de spectacle, on pense aux restaurants. C'est une piste de réflexion sur les jauges et une hypothèse qui, vous l'imaginez, inquiète évidemment les restaurateurs. Reportage Noël Lee. Bien récupérer à la commande. Les repas à emporter, oui, mais pas trop. Ils représentent un tiers du chiffre d'affaires d'Audrey Brossard, mais elle espère pouvoir continuer de servir à table malgré la 5e vague du Covid. On a eu quand même beaucoup d'étapes, la fermeture, ensuite uniquement la vente à emporter, ensuite uniquement les terrasses, à nouveau l'intérieur de l'établissement mais avec une jauge. On nous laisse un petit peu respirer et là on recommence, donc c'est compliqué, c'est très très compliqué. Un sentiment partagé par cette autre restauratrice niçoise, inquiète à 2 jours du Conseil de défense sanitaire. Elle veut éviter le retour des jauges et a l'impression que les restaurateurs sont constamment dans le viseur du gouvernement. On se dit c'est que sur nous en fait que les restrictions sont mises, ou voire même dans le milieu de la nuit ou même dans l'événementiel, et ça on trouve qu'on a un secteur très touché. Ça me fait un petit peu peur parce qu'on ne sait pas trop où on va, encore une fois. Sur la terrasse, Daniel, lui, veut absolument éviter un confinement généralisé et une fermeture des restaurants. Ils ont fait faire un pass sanitaire avec les 3 doses et à partir de là, je ne vois pas pourquoi il y aurait des jauges. Ces restauratrices sont également inquiètes pour leurs salariés qui pourraient à nouveau se retrouver au chômage partiel. Avant son grand meeting, demain, Éric Zemmour s'est choisi une affiche et un slogan. Elle a commencé à être placardée cette nuit par les équipes du désormais candidat. Impossible n'est pas français, ça c'est le slogan. Expression que l'on prête, sans trop de preuves d'ailleurs, à Napoléon. Et c'est un secret pour personne, l'empereur est une référence pour Éric Zemmour, jusque dans cette affiche donc de campagne. Rendez-vous pour Éric Zemmour et ses partisans du côté de Villepinte demain dimanche. Les associations et une partie de l'opposition s'indignent de ce déplacement. Pour boucler sa tournée dans le Golfe, Emmanuel Macron a choisi l'Arabie Saoudite de Mohamed Ben Salman, MBS, de son surnom, accusé d'avoir orchestré l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Mais le président français qui est arrivé sur place il y a quelques minutes assume totalement sa présence en Arabie Saoudite, Hélène Bonnet. Oui, en effet. D'ailleurs, à son arrivée au Palais Royal de Jeddah, Emmanuel Macron a échangé une longue poignée de main avec Mohamed Ben Salman. Les 2 hommes s'entretiennent en ce moment même en tête-à-tête. Et puis, ils vont partager un repas donné en l'honneur du président français. Alors, aux accusations à ceux qui l'accusent, de briser la quarantaine diplomatique qui frappe le leader saoudien, Emmanuel Macron répond que ce sont des bêtises, que ces critiques sont des bêtises, et il défend la nécessité d'un dialogue avec le prince héritier. Qui peut penser une seule seconde, disait-il hier, qu'on peut aider le Liban ou préserver la stabilité dans la région en ne parlant plus à l'Arabie saoudite. C'est d'ailleurs ce qu'est venu faire Emmanuel Macron pour faire avancer un certain nombre de dossiers, le Liban, le nucléaire iranien ou encore la lutte contre le terrorisme. Mais il y a aussi le volet économique, et ça Emmanuel Macron le sait bien, c'est un acteur important, l'Arabie saoudite, et c'est pourquoi il est venu avec une vingtaine de chefs d'entreprise dans sa
sa délégation. Ces chefs d'entreprise vont participer dans la journée à un forum économique ici à Jeddah. Hélène Bonnet, Éric Jossé, les envoyés spéciaux de LCI du côté de Riyad. Merci beaucoup à vous deux. On suivra ce déplacement, bien sûr. Mais aujourd'hui, vous le savez, nous allons y revenir dans un tout petit peu. Ce sont les Républicains qui sont à l'heure des choix. Dans un peu plus de 2 heures, le parti aura enfin son candidat à édition spéciale des 13 heures avec nos équipes déployées, Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. On va se rendre au siège LR dans un instant avec la numéro 2 du parti, juste après les essentiels LCI que voici. Nous sommes évidemment au cœur de l'événement politique, édition spéciale, je vous le disais, dans moins d'1 heure. Toutes nos équipes sur le terrain, les résultats, les réactions, l'analyse précieuse aussi des signatures de LCI et TF1 autour de moi. C'est un peu maintenant, ce samedi, que commence vraiment la présidentielle pour les LR et sans doute pour l'ensemble du paysage politique. Pendant ce temps, Marine Le Pen va chercher des soutiens au-delà des frontières. La voilà ce matin aux côtés du Hongrois Orban. Elle poursuit son déplacement en Pologne parmi les leaders populistes du continent, comme pour montrer qu'elle n'est pas concernée par les affrontements du côté de la droite. Son portrait est diffusé partout en Europe depuis hier. Joël Soudron, 42 ans, est l'homme le plus recherché de France, soupçonné d'être un trafiquant international de cocaïne et évadé en 2018. Il est depuis introuvable. Défendre l'hôpital public, surtout après 2 ans de crise Covid. Grande manifestation cet après-midi à Paris à l'appel de 80 syndicats, collectifs et associations. Beaucoup d'urgentistes devraient être présents. La situation ne cesse de se dégrader, en particulier dans les services d'urgence. Lutte contre le terrorisme, situation au Liban, on le voyait à l'instant. Les dossiers ne manquent pas. Emmanuel Macron assume de rencontrer en ce moment même Mohamed Ben Salman, l'homme fort d'Arabie Saoudite. Visite dénoncée notamment par les associations des droits de l'homme. Et puis la météo, les pluies vont se maintenir cet après-midi et ce soir, avec des températures qui vont au passage baisser. Le froid s'imposera petit à petit avec 6 à 12 degrés maximum, à l'exception du pourtour méditerranéen. La semaine à venir s'annonce bien mauvaise. L'heure tourne, le temps politique est soudainement très différent ce samedi. Je vous le disais, c'est l'événement à un peu plus de 2 heures du verdict du Congrès LR. Qui de Valérie Pécresse, présentée comme la favorite, ou d'Éric Ciotti, présenté comme l'outsider, enfin ça lui a réussi au premier tour, aura droit à la bénédiction des Républicains. Je vous propose d'aller retrouver tout de suite la vice-présidente déléguée des LR, Annie Genevard. Bonjour, merci d'être en direct avec nous dans ce moment clé pour votre parti. Est-ce qu'on peut faire un point d'abord sur la participation, peut-être, je crois, un peu en hausse par rapport à jeudi ? Alors, la participation est très forte, hein. L'engouement n'a pas faibli, puisqu'à 10 heures, on était à plus de 75% et je pense qu'on franchira certainement la barre des 80%. Donc une participation légèrement en hausse par rapport au premier tour à la même heure. Mais en tout cas, ce résultat montre que les adhérents, les militants sont là et ils seront une force absolument déterminante dans la campagne. On nous promet, Annie Genevard, l'unité mise en scène juste après les résultats. Vous vous y engagez ? Je ne vous entends pas. Ah, alors j'espère que ma parole va parvenir jusqu'à vous. Je vais parler un peu plus fort. Question. On nous promet l'unité juste après les résultats. Vous vous y engagez ? Oui. Ah bah absolument, oui, elle est déjà organisée, planifiée. Les 5 candidats seront présents autour du candidat ou de la candidate qui sera élu. Et donc cet esprit de rassemblement que nous avons voulu construire avec Christian Jacob, il a été, je crois, assez éclatant pendant toute cette campagne, durant les débats au Conseil national. Et puis, il perdure. Au-delà du premier tour, qui a fait 3 perdants et 2 finalistes, eh bien, on voit que chacun, animé par un grand esprit de responsabilité, a envie de faire perdurer cet état d'esprit, cette union apaisée, responsable, soucieuse eh bien, de donner toutes ses chances à la victoire, car je crois que véritablement, la droite est là, la droite a retrouvé confiance en elle-même et la droite et les Républicains singulièrement ont le sentiment que désormais la victoire est possible, qu'une alternance à la politique d'Emmanuel Macron est non seulement souhaitable mais possible.
On me dit qu'Éric Ciotti, tiens, on va peut-être voir les images de l'un des deux finalistes qui est là, voilà, Éric Ciotti, qui se rendra lui aussi au siège des Républicains pour suivre sur place, au siège des Républicains, les résultats avec son équipe resserrée. Dites-moi, William T, on parle d'unité comme si c'était une évidence. Bon, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, c'est pas tout à fait la même ligne non plus. On a une tendance à faire une primaire, à surjouer les différences qu'on sait, c'est que Valérie Pécresse et Éric Ciotti se sont tous les deux réclamés du programme de François Fillon de 2016 qui a fait le succès. Valérie Pécresse a repris Patrick Stéphanie qui était le directeur de campagne de François Fillon et Éric Ciotti a assumé l'héritage de la ligne politique de François Fillon. Donc les deux ont à peu près la même ligne politique qui est accentuée par le fait qu'ils soient au second tour et le fait que les personnalités soient un peu différentes. Ce qui est différent, c'est la stratégie qu'ils ont pour conquérir le pouvoir et pour permettre à la droite d'exister, éventuellement de se qualifier au second tour. Ce que veut faire Éric Ciotti, c'est la même stratégie que Sarkozy en 2007, c'est-à-dire s'adresser aux électeurs de la droite, donc ceux d'Éric Zemmour et ceux de Marine Le Pen, en vue de siphonner leur électorat pour leur permettre de se qualifier dans un second tour face à Emmanuel Macron. La stratégie de Valérie Pécresse... Écoutons Éric Ciotti confiant. Vous avez vécu les dernières heures, là, cet entre-deux tours J'aurais naturellement souhaité qu'il y ait une campagne plus longue, des débats, des meetings, aller à la rencontre des Français. Bon, nous avions... L'organisation avait été décidée ainsi, bien entendu, c'est la règle, elle s'applique à tous, mais voilà, j'ai la frustration du contact que j'aime avec les Français, des militants, de la rencontre aussi importante avec chacune et chacun. Moi, ce que j'ai aimé dans cette campagne, c'est les échanges, c'est les questions, c'est sillonner cette France extraordinaire avec des grands moments d'émotion à la cathédrale de Strasbourg, dans cette France rurale et agricole aussi que j'aime, en Dordogne, dans le sud, chez moi bien sûr, mais aussi dans ces villages de l'Aisne, où j'ai tenu une réunion à côté du chemin des Dames. Voilà, il y a cette histoire, cette rencontre avec les marailleurs de Charente-Maritime. Voilà, j'ai autant de souvenirs magnifiques d'une belle campagne qui, je crois, montrera, quel qu'en soit le résultat, l'unité, la force de notre famille politique. J'ai échangé à plusieurs reprises avec mes amis, avec Valérie Pécresse. Nous avons convenu d'ailleurs un message d'unité assez fort et dès lundi, celui qui gagne sera dans la terre de l'autre pour mener campagne. Mais vous n'êtes pas déçu quand même de voir que tous les autres candidats du Congrès appellent à voter Valérie Pécresse? Comment vous le vivez? C'est les militants qui décident et il n'y a que ça qui m'importe. Voilà, moi j'ai été le candidat qui a cassé certains codes dans cette élection et je crois que ce message il doit être entendu et il a besoin d'être entendu si on veut gagner. Voilà. Monsieur Ciotti, il y a plusieurs personnes, excusez-moi, dans votre entourage qui nous disent que les résultats vont être plus serrés que ce qui est annoncé. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Écoutez, je ne préjuge en rien des résultats. On verra, on est à 2 heures du verdict. Ce sont les militants qui ont ce choix entre leurs mains, tant qu'une élection, alors là c'est un vote électronique, donc j'allais dire la dernière enveloppe dans l'urne est ouverte. Là c'est une urne électronique, c'est un peu différent, mais attendons. Voilà, moi je ne fais pas de pronostic, j'ai confiance, j'entends des messages de soutien, ils sont puissants, ils sont forts et je pense que en politique, les additions mathématiques ne sont rarement égales à ce qu'elles peuvent l'être uniquement dans la statistique. Mais vous pouvez créer la surprise une deuxième fois encore? Je l'espère, bien sûr. Bien sûr. Dire ça? Moi, j'ai confiance dans le choix des militants. Je sais que le projet que je porte est un projet qui recueille une majorité. Voilà. Ma campagne a débuté il y a 3 mois, celle de mes concurrents a débuté il y a plusieurs années, voire plus que plusieurs années. Voilà, en 3 mois, on a soulevé des montagnes déjà. Et c'est extraordinaire. Personne n'attendait ce résultat. Il est là, il est fort au premier tour. Être en tête au premier tour face aux 3 favoris de cette élection, c'est déjà le signe que la voix des militants,
l'adhésion aux valeurs de la droite républicaine. Voilà, moi je suis convaincu que cette élection, elle se gagnera à droite et que si notre famille politique n'assume pas ces valeurs de droite, eh bien elle n'arrivera pas à ramener vers elle ceux qui nous ont quittés, soit vers Éric Zemmour, soit vers Marine Le Pen, soit vers Emmanuel Macron. Donc c'est un enjeu essentiel. Justement, est-ce que vous croyez que vous allez réussir à rassembler si vous gagnez? Certains députés LR grincent des dents, notamment sur votre déclaration sur le second tour, en cas de second tour Zemmour-Macron. Vous avez dit que vous voteriez Zemmour. L'élection présidentielle, c'est une rencontre entre un candidat et le peuple de France. Voilà, c'est le peuple de France qui devra être rassemblé. Et ça, je suis profondément convaincu que seules les valeurs que je porte pourront y arriver. Et il n'y aura pas de division? Merci, on va y aller peut-être. Il y aura une... Voilà, confiant, déterminé, Éric Ciotti qui assume ses valeurs de droite. Oui, ça va se gagner à droite, dit-il, pour son parti. Ça tombe bien, c'est un parti de droite. Dites-moi, Isabelle Florennes, franchement, vous préféreriez qu'Éric Ciotti l'emporte, j'imagine, pour ce congrès, par rapport à Valérie Pécresse? C'est pas nous qui choisissons. Les électeurs et les militants LR vont désigner leurs candidats dans 2 heures, on aura la réponse. Et vous savez, il n'y a pas de bons adversaires. Il y a, en revanche, il peut y avoir de mauvais candidats. Et nous, on est très sereins, majorité présidentielle, face à ça, parce que vous savez, on a plutôt, nous, la chance d'avoir un bon président. Et il l'a démontré lors de la dernière campagne présidentielle. En plus, il était un bon candidat. Donc, si vous voulez, moi, je ne vais pas commenter. Il paraît que vous êtes inquiet en Macronie que Valérie Pécresse puisse l'emporter. C'est ce qu'on entend dire. Vous entendez peut-être des choses. En tout cas, moi, je ne les partage pas. Je vous dis, je suis sereine. Avec mes collègues du groupe Modem et Démocrates, nous sommes sereins. Nous allons observer, prendre acte du candidat qui sera désigné. Et puis, nous, on est en campagne. On sera en campagne, je l'espère, très prochainement, autour de, je l'espère, la candidature du président de la République. Voilà, on a un bon bilan à défendre. Et je vous le redis, pour nous, il n'y a pas de bon ou de mauvais adversaire. Il y a une campagne à faire sur des projets, sur les idées. Et c'est ça qui sera important. Éric Ciotti, qui vient de quitter l'Assemblée nationale, il est questeur, je crois, de l'Assemblée nationale. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes. Il est aussi à la tête de la Fédération, qui est l'une des plus grandes des Républicains. Il voyait avec son équipe rapprochée. Il va, je crois, aller déjeuner dans un établissement qui se trouve à quelques mètres de l'Assemblée nationale, où un certain nombre de députés ont leurs habitudes, d'élus ont leurs habitudes. On se restaure avant d'aller rejoindre rue de Vaugirard les Républicains pour écouter les résultats. Annie Genevard, on va la gagner cette élection à droite. Qu'est-ce que ça veut dire quand Éric Ciotti dit ça? Ça veut dire qu'il faut une droite plus décomplexée et que c'est ce qu'il a voulu incarner pendant ce congrès? Écoutez, ne vous étonnez pas que la famille de droite fasse une campagne de droite. Non. Donc je trouve qu'il y a là une querelle de mots qui n'a pas grand sens. En réalité, ils ont des personnalités différentes, mais le projet qu'ils défendent est sur les mêmes grands fondamentaux, la restauration de l'autorité publique, la lutte contre une immigration devenue totalement incontrôlée sous le mandat d'Emmanuel Macron, une considération des territoires, une écologie qui ne tourne pas le dos au développement et à la science, voilà, la restauration d'une vraie politique familiale. Enfin, je ne vais pas égrener tous les éléments programmatiques, mais sur tous ces fondamentaux-là, tous nos candidats étaient d'accord. Donc je pense que le projet sur lequel les Républicains travaillent maintenant depuis 2 ans, c'est un projet très solide qui est consenti par tous les candidats. Après, il y a des sensibilités, des personnalités, des façons de dire qui sont différentes. Mais qui aujourd'hui, quel est le Français, le citoyen qui aime son pays, qui peut dire qu'il n'est pas attaché à la sécurité, qu'il n'est pas attaché au respect de ce qui fait la France? Voilà, donc inutile de chercher de vaines querelles entre nous. Aujourd'hui, véritablement, nous donnons la démonstration que cette famille de la droite, elle est rassemblée, elle est prête à l'alternance. Et je crois que nous avons su créer une dynamique qui ne s'éteindra pas, qui va être un formidable moteur. Et quand Madame Florennes dit nous n'avons pas à choisir le concurrent, eh bien, qu'elle regarde la stratégie du président de la République qui n'a eu de cesse d'essayer de choisir son adversaire. Nous avons déjoué ces manœuvres politiciennes qui n'ont pas grand sens aujourd'hui. Eh
J'imagine que vous faites référence à Xavier Bertrand. Nous sommes prêts à l'alternance. On a prêté la volonté d'Emmanuel Macron. Oui, enfin, on l'a vu, on l'a vu très proche aussi. Enfin, ne citant que Marine Le Pen, par exemple, on sait très bien que l'adversaire désiré par le président de la République, c'est le Rassemblement national. Donc voilà, nous avons, je crois, fait la démonstration que la droite est de retour, qu'elle croit en son avenir, qu'elle est vraiment animée du désir profond de redresser notre pays. Et ça, c'est un moteur extraordinaire. Donc ça, il faut que le président de la République sortant en prenne acte, parce que nous serons bien là et nous serons au deuxième tour et nous gagnerons, j'en suis convaincue. Nous avons pour cela un parti rassemblé, des militants déterminés, nous aurons un seul candidat derrière lequel tout le monde se rangera. Et cette unité-là, croyez-moi, c'est un atout formidable, parce que ça n'est pas ce qui s'est passé en 2016 et c'est aussi probablement une des raisons parmi d'autres de notre échec. Donc nous avons tiré les enseignements et nous sommes prêts aujourd'hui à gouverner. Chaque chose en son temps, Annie Genevard, on vous laisse reprendre le contrôle, en tout cas la manière de scruter, j'imagine, l'évolution de ce scrutin. Il reste quoi? Il reste 1h30 de temps de vote. Merci de nous avoir accordé quelques instants. Il est 12h30, merci dans 2 heures. Éric Ciotti, que vous voyez là en train de déjeuner à 2 pas de l'Assemblée nationale avec son équipe rapprochée, sera peut-être le candidat des Républicains désigné. Il n'apparaît pas comme le favori, mais il veut montrer sa sérénité. Frédéric Delpech, le finaliste Éric Ciotti. Ah oui, bien sûr, il veut en tout cas montrer à la fois une image de sérénité, mais aussi déjà afficher le rassemblement qui aura lieu. Et c'est ce qu'a dit, vous l'avez entendu il y a quelques instants, Éric Ciotti sur notre antenne, lorsqu'il expliquait qu'il se rendra tout à l'heure au siège des Républicains, après ce déjeuner là que vous voyez dans un restaurant près de l'Assemblée nationale. Et puis, il a déjà promis qu'il y aurait un engagement entre les deux candidats. Celui qui perdra, ira lundi avec le candidat désigné par le parti pour faire campagne à ses côtés sur ses terres. C'est ce qu'a dit Éric Ciotti. Donc vous le voyez, véritablement une volonté de montrer l'unité, le rassemblement jusqu'au bout et même au-delà de cette journée donc de deuxième tour. Éric Ciotti, donc, qui est, vous le voyez, avec sa garde rapprochée dans ce restaurant près de l'Assemblée nationale. Il y a notamment sa directrice de campagne. Il y a le sénateur Alain Joyandet qui est également un de ses proches et de ses fidèles. Et Éric Ciotti, qui déroule son programme comme il l'avait annoncé. Ce matin, il était ici à la questure de l'Assemblée pour travailler. Il a même couru, nous dit-on, sur les quais de la Seine, faire un petit jogging. Et là, maintenant, donc voilà, il réunit ses proches avec une confiance affichée. En tout cas, pour lui, c'est ce qu'il a souligné il y a un instant. Le message est passé auprès des militants, à savoir cette ligne politique qu'il a voulu réaffirmer, qui a rencontré les militants puisqu'il est arrivé en tête du premier tour. Et donc cette ligne politique, il a pu la faire passer. Elle a pu être entendue par les militants, c'est ce qu'il expliquait. Et c'est déjà beaucoup, a-t-il dit. Donc voilà, il est confiant pour ce deuxième tour, tout en étant très souriant, très détendu. Il n'est pas apparu particulièrement stressé ce midi, Éric Ciotti. On le voit sur les images de Thibaut Bruck, effectivement. Peut-être parce que le coup est déjà réussi pour lui, William T, pour Éric Ciotti, d'une certaine manière, lui qui est arrivé en tête, déjouant bien des pronostics du premier tour. Oui, Éric Ciotti, en fait, il va s'imposer comme un des hommes clés de la droite, que ce soit pour la campagne ou même pour l'après, en fait, de la reconstruction de la droite éventuelle si la droite perd l'élection présidentielle. Et il va jouer un rôle clé, il peut prétendre à différentes fonctions qu'il n'aurait pas forcément prétendu avant. Il était un peu l'outsider et en fait, là où il a réussi à un message très fort, c'est qu'il a réussi à imposer sa ligne politique et du fait que tout le monde se cale sur la ligne politique de François Fillon de 2016, c'est le premier point. Il a réussi à remettre des messages et réussi, en fait, alors que les autres candidats avaient une tendance qui était considérée un peu comme Macron compatible, il a réussi à étendre le champ de la droite un peu vers la droite et le message qu'il a passé coïncide aussi au fait que Éric Zemmour est en baisse dans les sondages dans la mesure où une partie des électeurs pourrait être tentés en se disant voilà, nous avons les Républicains qui comprennent l'erreur qu'ils ont commise entre 2016 et 2007 où ils abandonnaient le programme de François Fillon. La difficulté qu'ils ont maintenant, ils doivent s'accorder, c'est sur la question de la stratégie. Je pense que sur la ligne, les deux, Valérie Pécresse et Éric Ciotti, sont sur la même ligne qui est celle de François Fillon. La différence, c'est la stratégie. Éric Ciotti veut siphonner à droite pour faire comme Sarkozy en 2007 lorsqu'il avait siphonné les voix de Jean-Marie Le Pen. Alors que Valérie Pécresse, elle, veut jouer des deux côtés. Elle dit d'un côté qu'elle est plus réformatrice qu'Emmanuel Macron pour réattirer une partie de l'électorat qui est parti chez Emmanuel Macron, mais dans le même temps, elle dit qu'elle est plus crédible et plus sérieuse que Éric Zemmour et Marine Le Pen sur le régalien. En fait, ce qu'elle essaye de faire, c'est faire marcher son parti et sa ligne politique sur ses deux jambes. Une partie en attirant une partie chez Macron,
Macron sur les questions économiques, et l'autre partie en disant vous ne pouvez pas gagner, venez chez nous, au moins vous aurez une partie du programme sécuritaire et de lutte contre l'immigration. Vous convenez, Isabelle Florennes, que dans 2 heures, si c'est Éric Ciotti ou si c'est Valérie Pécresse, c'est quand même pas tout à fait la même chose pour vous, au final. Une campagne, c'est une stratégie. Oui, et j'attends de voir la stratégie justement des adversaires et la ligne politique. Pour Elles le sont un moment, peu esquissées quand même à pour travers le le moment, oui, c'est pas tout à fait la même chose. Moi, j'attends de savoir ce que vont dire exactement les candidats. On a bien vu le candidat désigné et les différentes positions, elles n'étaient pas tout à fait les mêmes. En tout cas, il y a une droitisation très claire du message qui s'est affiché lors des différents débats. Maintenant, on attend le programme et nous, de ce côté-là, si vous voulez, on a un bilan à défendre, on a une ligne politique qui me semble claire, un rassemblement que nous avons construit et d'ores et déjà commencé à mettre en place et à afficher dès le début de cette semaine avec la création d'Ensemble Citoyens. Donc, si vous voulez, nous sommes prêts avec maintenant à affronter, quel que soit l'adversaire, notre débat défense d'un bilan et d'un quinquennat et d'une mandature de la majorité présidentielle. Et puis après, je vous disais, parfois, il y a de mauvais candidats. On en voit déjà quelques-uns. On a vu la campagne d'Emmanuel Macron en 2017. Ça nous donne de la confiance pour les semaines et les mois qui viennent. Allons au Parti des Républicains, si vous voulez bien. Continuons nos échanges avec Noé Gandillot. On fait un petit compte à rebours, Noé. Notre édition spéciale commence à 13h. Le vote est encore ouvert pour 1h25. Et puis, dans la foulée, dans un peu moins de 2 heures, on aura le résultat. Le parti semble convaincu que l'unité va l'emporter in fine. Oui, le suspense est total. Le seul chiffre que l'on connaît finalement, c'est celui de la participation. À 10h, elle était de 76,6%. C'est 3 points de plus que pour le premier tour à la même heure. Et c'est important parce que chaque voix compte. Vous le savez, dans cette élection, on l'a vu lors du premier tour, les résultats étaient extrêmement serrés. Et donc, depuis hier, les deux finalistes multiplient les coups de fil, les coups de téléphone pour convaincre le maximum d'adhérents dans la dernière ligne droite. Valérie Pécresse est favorite, bien sûr. Elle a reçu le soutien des 3 candidats éliminés au premier tour. Mais Éric Ciotti rêve de créer à nouveau la surprise et il prédit un résultat plus serré que prévu. Dans le camp de Valérie Pécresse aussi, on annonce un résultat serré. Vous le voyez, les deux finalistes qui seront présents ici au siège du parti à 14h30 pour l'annonce des résultats. Ils seront rejoints sur scène, c'est important, par les candidats malheureux du premier tour, Xavier Bertrand, Michel Barnier, Philippe Juvin. Une photo de famille qui viendra clore une campagne qui s'est bien déroulée lors des débats notamment où les candidats auront à outrance affiché leur unité, tout l'inverse finalement de la primaire de la droite il y a 5 ans. Dites-moi, Noé Gandillot, que je comprenne bien, ils vont tous se rendre au siège du parti. Au moment de l'annonce des résultats à 14h30, ils sont tous au siège, mais pas forcément tous réunis dans la même pièce, c'est ça ? Oui, c'est ça. Les deux finalistes arriveront ici au siège autour de 14h. Ils seront chacun dans une pièce différente. Ils ne seront pas dans le bureau de Christian Jacob au moment où celui-ci prendra connaissance des résultats. Ce n'est qu'une fois le résultat révélé à Christian Jacob, au patron du parti, sous contrôle d'huissier et en présence des représentants des candidats, que Valérie Pécresse et Éric Ciotti iront rejoindre Christian Jacob dans son bureau et ils prendront connaissance des résultats. Ensuite, tous les trois, Éric Ciotti, Valérie Pécresse, Christian Jacob, ensemble se rendront en salle de presse pour la proclamation des résultats et ensuite il y aura le discours du gagnant. Noé Gandillot, Anne Gassian, on vous retrouve régulièrement, vous nous appelez, vous revenez quand vous voulez nous voir. Évidemment, ça va bouger, ça va ne cesser de bouger du côté du siège des Républicains. Je disais en commençant cette émission, William T, il y a un petit parfum de soirée électorale en plein jour, certes, mais allez, à l'exception d'Emmanuel Macron, mais Isabelle Florennes, c'est un secret pour personne, il sera vraisemblablement candidat. Tout à l'heure, le casting de la présidentielle sera complet. Oui. Et ça a son importance quand même. Ça joue, cette fois, on aura tous les personnages en présence. En fait, la campagne présidentielle va débuter quasiment ce soir, aujourd'hui, dans la mesure où Éric Zemmour s'est déclaré récemment et qu'en fait, entre septembre et désormais aujourd'hui, on est en période quasiment de pré-campagne. En fait, chaque candidat était en train de se tester. Il y avait des flux électoraux, mais les flux parlaient uniquement dans chaque camp. L'extrême droite parlait entre l'extrême droite, entre Zemmour et Marine Le Pen. La droite parlait entre la droite, le centre parlait entre le centre et la gauche parlait entre elles. Dans la mesure où tous les candidats sont affichés et que désormais nous sommes dans une bataille du coup de conquête électorale et que les Français vont désormais s'intéresser
s'intéresser parce que nous avons une offre politique qui est stable. Les gens pourront s'intéresser au programme, aux lignes politiques, aux différentes stratégies, aux différentes visions de la France qui sont proposées. Et la campagne va débuter dans un premier temps à partir de décembre avec le meeting d'Éric Zemmour qui est prévu demain et également un grand meeting des Républicains qui est prévu mi-décembre. Et surtout la semaine prochaine, normalement. Et on aura un véritable lancement à partir de janvier avec chacun des candidats qui fera un grand meeting. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on verra les grandes dynamiques électorales et qu'on pourra savoir à peu près aux alentours de fin janvier, début février, qui sera vraisemblablement le prochain candidat ou le prochain président de la République. Isabelle Florennes, vous avez le sentiment que ça commence vraiment aujourd'hui ? Faites-vous la moue ? Oui, je fais la moue parce que j'entendais fin janvier, début février. Moi, on remarque quand même qu'aux dernières élections présidentielles, ça s'est plutôt vraiment éclairci assez tardivement dans la tête des Français. Et je crois encore que les Français, pour plein de raisons, et évidemment pas que des bonnes, puisque cette crise sanitaire occupe, et on le voit dans les médias, une grande partie de l'actualité et du quotidien des Français, fait que forcément le fait politique et l'intérêt pour cette campagne est forcément décalé dans le temps. Donc moi, je ne sais pas si clairement, avant le mois de mars, les Français auront une opinion très claire. On le voit bien dans les sondages actuellement, 50% des Français n'ont pas encore choisi et n'ont pas d'idée. Et c'est très clair. L'importance d'avoir tous les candidats L'importance d'avoir les candidats, c'est très bien. C'est une démocratie en œuvre. C'est normal dans le débat. Et surtout, quand on est challenger, de partir en campagne, c'est important pour les challengers au sortant. Ça a toujours été le cas, quelle que soit la campagne, qu'elle soit nationale ou locale. Donc voilà, c'est un fait. Maintenant, je crois que dans la tête des Français, l'heure des choix est me semble encore lointaine. Je vous l'accorde, mais l'important, c'est encore une fois d'avoir un casting. Après, le temps des idées a fait qu'on affine ou pas son choix en tant qu'électeur. On va réécouter Éric Ciotti, l'un des deux finalistes. Pour lui, la base, pourrais-je dire, il a fait campagne, il est allé chercher la base des Républicains, sans doute dans ce cas-là de plus à droite que les leaders LR. Ça a été sa stratégie. Elle a été payante au premier tour. Écoutez-le à quelques instants du verdict du second tour. Je suis serein, plein d'espérance, plein d'espoir. Voilà, de toute façon, ça a été une magnifique, quel que soit le résultat, ça a été une magnifique élection. Et nos idées, celles d'une droite forte, assumée aujourd'hui, comptent et compteront énormément dans ce débat pour gagner l'élection présidentielle. Face à Éric Ciotti, il y a donc Valérie Pécresse qui a, William T, obtenu le soutien des trois autres candidats, des trois perdants, qui a un parcours un peu différent quand même. Elle a été ministre, elle est présidente de la plus grande région de France. Ça compte. Oui, ça pèse dans le parce choix. qu'en fait, pourquoi est-ce que je disais à partir de fin janvier, début février, on saura à peu près qui sera président de la République? C'est parce qu'en fait, quand on regarde les intentions de vote et le taux de rejet de Marine Le Pen et d'Éric Zemmour, il est vraisemblable que si l'un des deux se présente au second tour face à Emmanuel Macron, ils perdent. Éric Ciotti, vraisemblablement également. Et en fait, Valérie Pécresse, c'est l'incertitude. Et c'est pour ça que la Macronie a plutôt peur d'elle. Elle peut éventuellement gagner contre Emmanuel Macron et permettre à la droite de se qualifier dans le second tour. Elle est désormais la seule chance pour la droite qui joue sa survie, en fait, le parti Les Républicains. Et dans la mesure où elle a un parcours de ministre, elle a été présidente de région Île-de-France, elle peut incarner sur ces différentes questions une forme de crédibilité gouvernementale, à la différence des extrêmes comme Éric Zemmour et Marine Le Pen. C'est le premier point. Le deuxième point qui joue aussi, c'est que c'est une femme. Et du fait que la droite va désigner pour la première fois une femme à l'élection présidentielle, elle va essayer vraisemblablement de jouer une forme de fillonisme moderne, un peu comme ce qu'a fait Angela Merkel dans le début des années 2000, pour permettre à la CDU de renaître de ses cendres après Gerhard Schröder. Et le troisième point, c'est sa stratégie, sa ligne politique qui est différente de celle de Xavier Bertrand, des faits, de celle d'Éric Ciotti, c'est que les deux visaient soit l'électorat de Macron, soit l'électorat d'Éric Zemmour ou Marine Le Pen. Elle a compris, à travers ces différents débats sous l'influence de Patrick Stefanini, qu'en fait, il fallait cibler les deux. Directeur de campagne de Valérie Pécresse. Pécresse, ancien directeur de campagne de François Fillon. Qu'il fallait cibler les deux pour permettre à la droite de se qualifier au second tour. Ce qu'on sait depuis septembre, c'est qu'avec l'entrée en campagne d'Éric Zemmour, le solde de qualification a baissé aux alentours entre 16 et 18%. Actuellement, ils ont autour de 10%. Vraisemblablement, si elle est désignée, il y aura un effet de dynamique dans un premier temps aux alentours de mi-décembre. Et après, à partir de janvier, c'est ce qui s'est passé pour François Fillon, mais en descente après les affaires Pénélope, elle aura une montée ou pas? Si elle a une montée, nous aurons une incertitude sur l'élection présidentielle. Si par cas elle stagne, vraisemblablement, Macron sera réélu président de la République.
Vous voyez les images ici en direct. Alors là, il y a deux stratégies d'avant-résultat. La discrétion du côté de Valérie Pécresse. On n'hésite pas, au contraire, à ouvrir la table, si je puis dire, Frédéric Delpech, du côté d'Éric Ciotti. Ah oui, très clairement. Éric Ciotti, donc tout sourire, que vous voyez en ce moment à l'image, attablé dans un restaurant à 2 pas de l'Assemblée nationale avec son équipe de campagne. Vous voyez sa directrice de campagne à ses côtés, Alain Joyandet, le sénateur, un de ses soutiens de l'autre. Éric Ciotti, donc, qui multiplie aussi les interviews, les prises de parole, alors que justement, vous le disiez, Valérie Pécresse est plutôt discrète. C'est une façon pour lui d'occuper le terrain, car il le sait, il a réussi à faire porter un message pendant cette campagne interne. Il a réussi à mobiliser un certain nombre d'adhérents sur sa ligne politique, une droite sans tabou. Il l'a d'ailleurs répété il y a quelques instants à notre micro, avec des propositions fortes sur l'immigration, sur la sécurité. Éric Ciotti, donc, qui est là avec ses soutiens, qui va ensuite aller poursuivre ce déjeuner en famille avant de se rendre au siège des Républicains. Il nous a confié qu'il organiserait demain à Nice un grand meeting avec ses soutiens. Un meeting populaire, donc, pour remercier tous ceux qui l'ont soutenu pendant cette campagne. Et puis, autre information confirmée par les députés des Alpes-Maritimes, non seulement l'image de l'unité, ce sera pour aujourd'hui, tout à l'heure, au siège des Républicains, mais ce sera aussi pour lundi, car les deux concurrents se sont engagés à ce que celui qui perde vienne soutenir sur le terrain, sur ces terres, le gagnant lundi, lors d'un premier déplacement de campagne. Donc, vous le voyez, l'image d'unité va se poursuivre au-delà de cette séquence d'aujourd'hui. Et Éric Ciotti s'est engagé à suivre Valérie Pécresse sur le terrain, ou le contraire peut-être, en tout cas lundi. Donc vous le voyez, à la fois la volonté de montrer la confiance, l'espoir d'un bon score pour ce deuxième tour, mais aussi avant tout la volonté d'afficher le rassemblement et l'unité au sein de la famille des Républicains. Oui, on aura compris les mots-clés chez les Républicains en ce samedi de fin de congrès. On s'expose chez Éric Ciotti. On est beaucoup plus discret du côté de Valérie Pécresse pour l'instant, Mathieu Desmoulins. En 2 mots, sereine, confiante. Voilà comment l'entourage de Valérie Pécresse parle de son état d'esprit à moins de 2 heures de l'annonce des résultats. Il faut dire qu'au premier tour, elle n'était devancée que d'une courte tête par Éric Ciotti et qu'entre-temps, elle a emmagasiné les ralliements, plus de 170 parlementaires selon son équipe de campagne, ainsi que les 3 perdants au Congrès, Philippe Juvin, Michel Barnier et Xavier Bertrand. Pour autant, elle se refuse à tout triomphalisme. Le match n'est pas plié, nous disait-elle jeudi soir juste après sa qualification. Un peu par courtoisie, par fair play pour son adversaire, un peu aussi par sécurité. Elle ne s'attendait pas à affronter Éric Ciotti au second tour, raconte l'un de ses lieutenants. Alors les surprises, ça peut arriver. Il ne faut pas crier victoire trop vite. Valérie Pécresse qui s'est offerte une matinée en famille, détente ce matin, et elle ne devrait pas passer ici à son QG de campagne, rue de Turin, dans le 8e arrondissement. Elle se rendra directement au siège du parti Les Républicains, rue de Vaugirard, aux alentours de 14h, où elle découvrira les résultats avec Christian Jacob et son adversaire Éric Ciotti. Retournons voir Éric Ciotti avec vous, Frédéric Delpech. Oui, monsieur Ciotti, donc c'est vraiment la confiance pour vous en ce moment? C'est la sérénité en tout cas. Voilà, moi j'ai conscience d'avoir tout donné dans cette campagne, et ce fut une magnifique campagne au contact des militants, des Français. Et voilà, j'en suis profondément heureux. Et puis maintenant, on va avoir la décision dans quelques instants, et j'en suis serein en tout cas. Est-ce que pour vous, c'est aujourd'hui le grand jour? C'est l'image du rassemblement qui doit primer avant tout? Bien sûr, de toute façon, quel que soit le résultat, l'unité et le rassemblement primeront. Éric Ciotti, bonjour, nous sommes en direct sur CNews. Dans quel état d'esprit vous êtes à quelques minutes, à quelques heures plutôt, du scrutin? Serein, confiant dans le jugement des militants. Ce sont eux qui décident, ce sont eux dans lesquels j'ai confiance. Je les ai rencontrés, je suis un militant des Républicains. Être militant des Républicains, c'est d'abord être militant de la France. Moi, j'ai aimé cette campagne, j'ai aimé aller à leur rencontre, j'ai aimé sillonner cette France avec la force de ses racines, avec la puissance de son histoire. Et j'ai aimé défendre des valeurs auxquelles j'ai toujours adhéré, que je crois profondément et dont je suis convaincu qu'elles sont aujourd'hui impérativement nécessaires
pour redresser la France. Est-ce que vous êtes déçu par le soutien de Michel Barnier, de Xavier Bertrand et de Philippe Juvin à Valérie Pécresse? Est-ce que vous n'êtes pas tout seul contre tous? Vous verrez tout à l'heure que je ne suis pas seul et qu'il y a beaucoup de force. Il y a beaucoup de force et ce sont ces forces qui comptent. Voilà, puisque dans une élection, le seul juge, c'est l'électeur. Et ici, c'est le militant. Donc moi, j'ai des idées, j'ai des convictions, j'ai bouleversé des codes, des habitudes. On ne me voyait pas là où je suis arrivé. J'ai voulu abattre les tabous du politiquement correct. J'ai voulu casser les frontières dans lesquelles le camp de la bien-pensance avait voulu nous enfermer, séparer ceux qui pensent bien et ceux qui pensent mal. Et moi, j'ai dit mes idées sans tabou. J'ai abattu les totems du politiquement correct. J'ai osé parler de priorité nationale, de droit du sang, de rétention administrative pour les islamistes, de racines chrétiennes, de défense de notre identité. J'ai voulu baisser, je souhaite baisser massivement les impôts, supprimer les droits de succession, parler aux retraités, aux propriétaires, aux familles qui ont été les cibles du macronisme. C'est tout ça qui est en jeu dans cette élection. Le reste est beaucoup moins important. Voilà. Il y a des habitudes, il y a des codes. Ah ben moi, je suis celui qui a cassé ces habitudes, ces codes. Je ne suis pas le candidat du politiquement correct. C'est Valérie Pécresse, la candidate du politiquement correct? Je ne suis pas le candidat d'un système établi. Je suis là pour changer les choses. Je suis profondément convaincu qu'il faut une rupture et que nous ne gagnerons que si nous avons la capacité de porter un grand projet de rupture. Est-ce que vous pensez que votre déclaration sur le second tour entre Zemmour et Macron, pour Éric Zemmour, peut créer de la division si vous gagnez? Écoutez, moi je souhaite qu'on soit au second tour. Voilà. Et j'ai la faiblesse de croire que si c'est moi qui suis candidat, je serai le seul à pouvoir justement faire revenir vers nous ceux qui nous ont quittés pour Marine Le Pen ou vers Éric Zemmour, et qui dans les sondages aujourd'hui, si on additionne les deux, représente autour de 35% des voix. Si on ne va pas rechercher ces électeurs autour des valeurs d'une droite forte, assumée, qui ne s'excuse plus d'être de droite, je crois que le combat sera beaucoup plus difficile. Donc le rassemblement, je crois qu'il peut se faire, et moi je souhaite qu'il y ait le rassemblement de tous les électeurs de droite. Voilà. Et c'est ce message que j'incarne dans cette élection. Merci. Mais est-ce que vous... Serein, plein d'espoir, sans tabou, Éric Ciotti, à un peu plus d'1h30 maintenant du résultat du congrès Les Républicains. Vous êtes à la bonne place, surtout ne bougez pas. Notre édition spéciale commence dans un instant. Arlette Chabot, Éric Brunet, Routel Krief, Adrien Gindre, Elisabeth Martichoux, Jérôme Jaffray vont me rejoindre. L'heure du choix chez Les Républicains.